Le 9 janvier dernier, un nouveau chapitre s'est ouvert pour la dynastie Dassault. Un changement discret de pouvoir pour une entreprise qui n'a eu que 4 patrons en près d'un siècle. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Cette semaine, on plonge dans les coulisses d'un groupe stratégique pour la France en plein chamboulement. Dassault, un empire bleu-blanc-rouge. Épisode 4, une famille politique. Dans les années 1950, Marcel Dassault est déjà un homme d'affaires influent. Il est propriétaire de Dassault Aviation et domine l'industrie aéronautique française. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Le patriarche veut s'impliquer dans la vie publique et avoir un poids dans les débats politiques de son époque. Alors quand Robert Hersant, fondateur du groupe de presse du même nom, lui propose de racheter la Gazette de l'Oise, l'industriel saute sur l'occasion. Il n'y voit pas un simple journal, mais un instrument d'influence. L'Oise, avec ses usines Dassault à Méru et Chantilly, est déjà un territoire avec de solides racines industrielles. Marcel Dassault, voilà un moyen de renforcer ses liens avec cette région et ses habitants. C'est ainsi que le grand patron se prend de passion pour le département, au point de s'impliquer dans la vie politique locale. Il sera élu député de l'Oise en 1958 et sera réélu sans interruption jusqu'à sa mort en 1986. Son fils Serge partage les ambitions politiques du père. De la mairie de Corbeil-Essonnes à l'Élysée, la dynastie Dassault s'est érigée en acteur influent dans les coulisses du pouvoir. Dans ce dernier épisode de notre série, on revient sur l'héritage politique de l'une des familles les plus puissantes de France. Et avec moi aujourd'hui, j'accueille Émilie Lanez, grand reporter à l'Express. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, toi aussi tu as enquêté sur la dynastie Dassault et notamment sur le volet politique. Pour comprendre l'héritage de cette famille, il faut d'abord parler de Marcel Dassault. Comment le fondateur du groupe a-t-il fait ses premiers pas en politique ? Alors il les a fait à partir de 1951. Marcel Dassault se lance en politique en devenant député des Alpes-Maritimes. C'est pour lui une manière de protéger et surtout d'amplifier son influence. En tant qu'industriel, il est dépendant des commandes de l'État. La politique va lui offrir une plateforme pour défendre ses intérêts, pour promouvoir ses idées. Ses idées, une France forte, modernisée, souveraine. Il a été brièvement sénateur de 1957 à 1958, mais surtout élu député de l'Oise à partir de 1958. Il va occuper ce poste durant 3 décennies. Il siège à l'Assemblée nationale durant une période charnière de l'après-guerre. La France est en pleine reconstruction et pendant près de 30 ans, il incarne une droite modérée, pro-gaulliste et très favorable au patronat. On l'a dit après Marcel, c'est son fils Serge qui a pris la relève, non seulement à la tête de l'entreprise, mais aussi sur le plan politique. Oui, alors sur le plan politique, la relève a été beaucoup plus compliquée. L'influence du père Marcel a marqué les territoires où il était implanté. Pour Serge, il va en être à peu près pareil, mais pas tout à fait. Il est maire de Corbeil-Essonnes de 1995 à 2009. C'est une élection qu'il a eu un mal fou à obtenir. Il va se battre pendant 18 ans entre sa première candidature et sa première victoire. Il a ensuite été sénateur de l'UMP de 2004 à 2017. Il était d'ailleurs le plus âgé des sénateurs parce qu'il va même être doyen du Sénat. J'ai 3 amours, ma femme, mon travail et Corbeil. Voilà. Pourtant, durant son mandat, Serge est confronté à plusieurs polémiques. Oui, il a été très souvent critiqué et d'ailleurs condamné pour ses méthodes. On l'accuse de clientélisme à Corbeil-Essonnes. Il promet des avantages comme des logements sociaux, des aides financières, parfois en échange de votes. Alors effectivement, je donne de l'argent, je prête de l'argent à des gens pour des raisons, pas sûr, pour se travailler. Et quand je leur donne de l'argent pour passer un permis de conduire, pour partir en vacances, etc., je ne leur demande pas, et puis de toute façon, vous voterez pour moi. Et jamais. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils votent. Et s'ils sont inscrits sur la liste électorale. Et puis, pour qui ils votent, etc., ça m'est complètement égal. Ce sont des jeunes, ils veulent travailler, ils veulent s'en sortir, je les aide. Et les affaires judiciaires vont se succéder. En 2013, il est condamné par le Conseil d'État qui annule son élection à la mairie à cause de virements suspects dans ses comptes de campagne. En 2014, il est mis en examen dans une enquête similaire sur des achats de votes à Corbeil-Essonnes en faveur de Jean-Pierre Bechter, son successeur en 2009 et 2010.
En 2017, le voici condamné pour blanchiment de fraude fiscale, 5 ans d'inéligibilité et 2 millions d'euros d'amende. Cette affaire a révélé l'existence de comptes cachés en Suisse et au Luxembourg, utilisés pour dissimuler des millions d'euros au fisc français. C'est un coup sévère. Et Serge Dassault est aussi connu pour ses sorties médiatiques parfois très controversées. Oui, alors Serge Dassault parle très cash, très dru. Il ne ménage jamais sa parole. En 2008, il trouve, ouvrez les guillemets, anormal d'aider les chômeurs. Il dit que ce sont des gens qui ne veulent pas travailler parce qu'on les paye trop. En 2012, en plein débat sur l'adoption du mariage pour tous, il fait une déclaration sur les dangers supposés de sa légalisation. Cela pourrait entraîner, selon lui, la disparition de la France. Il n'y a plus de renouvellement de la population, quoi, ça rime. On va voir un pays d'homo, et ben alors dans 10 ans, il n'y a plus personne. Non, c'est stupide. Autre exemple, en 2014, sur le danger communiste, entendez à nouveau des guillemets, à Corbeil, des propos qui sont toujours jugés anachroniques et qui sont caricaturaux. Des déclarations toujours en décalage avec le débat public. Elles vont ternir, avec les affaires, sa carrière politique. Malgré les polémiques du patriarche, la transmission fonctionne. Olivier Dassault semble destiné à suivre les traces de son père et de son grand-père. Il est vu comme le successeur de l'empire industriel. Émilie, est-ce que lui aussi reprend le flambeau politique ? Oui, Olivier Dassault est élu député de l'Oise, comme son grand-père, de 1988 jusqu'à sa mort en 2021. Hormis une interruption entre 1997 et 2002, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, il sera ensuite continuellement réélu, d'abord sous l'étiquette du RPR, devenu UMP, puis LR. Son approche politique est moins marquée par les controverses que celle de son père. Il est un fervent défenseur des valeurs de droite, mais perçu comme un homme modéré, libéral, proche de ses électeurs. Il a besoin de cette reconnaissance politique pour se prouver qu'il n'est pas que un Dassault. Pourtant, Émilie, la famille Dassault n'est pas originaire de l'Oise ou de l'Essonne. Alors pourquoi le fondateur et ses successeurs décident de perpétuer cet héritage politique ? Mais c'est un choix pas anodin, un choix historique. L'Oise est une région industrielle, très agricole, qui offre un vivier d'électeurs attachés à la modernisation économique et sociale, des valeurs que Marcel incarnait. Et puis il y a aussi un lien affectif et stratégique. Marcel y avait investi dans plusieurs entreprises et médias locaux, dont la Gazette de l'Oise, et elle consolide son image de bienfaiteur pour la région. Pour Olivier, cela représente un héritage familial à préserver, une manière pour la famille de démontrer sa capacité à conjuguer une influence industrielle nationale avec des préoccupations locales très concrètes. La disparition soudaine d'Olivier Dassault dans un accident d'hélicoptère en mars 2021 met fin prématurément à sa carrière politique. Chez les Dassault, la question se pose : qui pour lui succéder dans la circonscription fétiche de la dynastie ? Émilie, maintenant qu'on a compris l'ancrage politique local de la famille Dassault, qui sont les candidats envisagés pour succéder à Olivier ? Eh bien, ça va être un temps compliqué, bien qu'on n'en ait rien su sur le moment. Natacha Dassault, la veuve d'Olivier, considère que son neveu Victor a les épaules et qu'il serait le meilleur candidat pour succéder à son oncle. Olivier Pacot, qui était le directeur de campagne d'Olivier Dassault, mais qui entre-temps avait été élu lui-même sénateur, n'est pas de cet avis. Lui pense qu'un maire local serait un meilleur candidat. Natacha va se déplacer au Sénat pour essayer à toute force de le convaincre. Mais Olivier Pacot s'obstine. De son côté, Victor, qui est un jeune avocat qui n'a jamais fait de politique, hésite. Pas très facile de succéder à son oncle. Il va donc demander de l'aide à Nicolas Sarkozy, qui le reçoit dès le lendemain et qui lui va trouver des mots pour le persuader. Et le 6 juin 2021, Victor Dassault se présente aux élections législatives dans la première circonscription de l'Oise. Et il l'emporte avec 58% des voix. Dans la famille, beaucoup le félicitent et se réjouissent de cette succession, mais pas tous. Son oncle Laurent dit par exemple « N'importe qui s'appelant Dassault aurait été élu ». En 2022, Victor est réélu avec 32% des voix. Aux dernières législatives, quand le RN lui propose de faire alliance et que Éric Ciotti l'invite à le suivre dans l'Union des droites, Victor Dassault refuse. Pour lui, l'histoire du parti entre en contradiction avec celle de son arrière-grand-père déporté. En juin dernier, il est battu par le RN après la dissolution, malgré le soutien de la gauche. Et comment se fait-il qu'il ait perdu dans ce fief historique des Dassault ? Bien, la campagne s'est mal passée. Victor a enchaîné les bourdes. Et il se gare sur 2 places handicapées. Il va fuir la caméra d'envoyé spécial en se cachant chez un fleuriste. Il refuse des débats proposés. La campagne s'est très mal passée. Une polémique en particulier va lui porter préjudice. Son chauffeur va être licencié
dossier pour excès de vitesse. C'est une histoire très compliquée, pas très claire. Elle lui vaudra une condamnation au prud'homme et finira de ternir son image. Et malgré cette défaite face au RN, est-ce que la carrière politique de Victor Dassault est terminée ? Non, pas du tout. Il prépare son retour. Il a déjà dit qu'il se présenterait dès le prochain scrutin dans l'Oise. Même si le Rassemblement national a pris 6 des 7 circonscriptions du département, Victor se dit qu'il doit prolonger l'histoire familiale dans l'Oise. Il est impossible, selon lui, de conclure sur une défaite, un tel règne. Il représente cette nouvelle génération des Dassault, la 4e, qui doit concilier les attentes modernes avec l'héritage. Reste à savoir s'il suivra la voie politique de ses aînés. Victor disait que pour son grand-père, le budget de la France importait autant que celui de son entreprise. Et ce n'est pas rien parce qu'on l'a dit, l'Empire se porte très très bien. L'influence politique de la dynastie Dassault ne s'arrête pas aux frontières de l'Oise, à l'Assemblée nationale ou même au Sénat. La famille d'industriels s'immisce dans les plus hautes sphères du pouvoir, jusqu'aux portes de l'Élysée. Est-ce que vous êtes un des militants du retour de Nicolas Sarkozy ? Oui, il y a une réunion demain, donc à la maison de la Chimie. Comme beaucoup de Français, je regrette Nicolas Sarkozy, je regrette surtout vous militez pour son retour ? son gouvernement. Je fais partie des amis de Nicolas Sarkozy. Olivier Dassault, un ami de Nicolas Sarkozy. Émilie, quelle était la relation entre l'ancien président de la République et la famille Dassault ? Serge Dassault était très proche de Nicolas Sarkozy. Leur relation dépassait le cadre institutionnel. Ils partagent une vision économique, libérale et une approche très pragmatique des affaires. Serge Dassault n'hésite pas à afficher son soutien, que ce soit publiquement ou par des actions en coulisses. Et cette amitié avec Sarkozy est aussi entretenue par leur fils Olivier. La relation, plus tard, a été jugée un peu parfois décevante. Sa veuve, Natacha Dassault, se plaindra qu'il ne soit resté que 5 minutes à leur mariage. Et puis surtout, Nicolas Sarkozy, sous son mandat, n'est pas parvenu à vendre le Rafale. Ce lien avec la présidence, ce lien avec l'Élysée, date en réalité de Marcel Dassault. Marcel Dassault et Jacques Chirac, c'est un amour partagé. Le père de Jacques Chirac était un ingénieur chez Dassault. À l'époque, ces deux-là sont démonstratifs, leurs liens sont chaleureux. On l'a dit dans le premier épisode, Jacques Chirac était aux funérailles de Marcel Dassault. Et j'imagine que l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, un président socialiste, a porté un coup aux relations entre les Dassault et l'exécutif. Eh bien non, en fait, contre toute attente, avec le président socialiste François Hollande, tout se passe bien, même très bien, ils ont d'excellentes relations. Même si François Hollande défend une ligne politique beaucoup plus éloignée de leur vision très libérale de l'économie, les Dassault vont toujours maintenir un dialogue très courtois avec l'Élysée. Par exemple, François Hollande, à peine élu, va réclamer la tête d'Étienne Moujotte, patron du Figaro, qui est la propriété du groupe Dassault. Étienne Moujotte est un soutien de Nicolas Sarkozy. Il a multiplié les gros titres anti-Hollande à la une du Figaro pendant la campagne présidentielle. À tel point d'ailleurs que François Hollande refusait d'accorder des interviews au journal. Résultat, le groupe Dassault va lui servir la tête d'Étienne Moujotte dans la journée. Et surtout, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, va se mettre en marche pour vendre le Rafale et obtenir des succès phénoménaux. C'est la première fois qu'un ministre de la Défense s'implique autant. On l'a vu, il y a eu des épisodes plus ou moins compliqués, mais la famille Dassault, le groupe, a toujours maintenu le lien avec l'Élysée, quelle que soit la couleur politique de son occupant. Est-ce que cette amitié continue aussi sous les mandats d'Emmanuel Macron ? Oui, mais avec Emmanuel Macron, les relations sont courtoises sans plus. Certes, le président de la République a fait son stage de sortie de l'ENA à la préfecture de l'Oise, mais à part ça, rien ne le rapproche vraiment de la famille. Olivier Dassault, par un effet générationnel, le tutoyait, mais au début, il n'avait même pas son numéro de portable et passait d'ailleurs par le subterfuge d'un député pour lui transmettre des messages. C'est un peu baroque, mais ça a été comme ça un temps. Quand Olivier Dassault décède dans un accident d'avion, Emmanuel Macron appelle évidemment immédiatement sa veuve, Natacha Dassault, qui parlera d'un moment très long, très doux. Puis Brigitte Macron va se charger de présenter ses condoléances à la famille. Elle est reçue dans l'immeuble, elle déjeune au rond-point des Champs-Élysées avec Marie-Hélène, Thierry et Laurent, les 3 autres enfants de Serge. Les Dassault sont toujours invités au dîner d'État autour d'un chef d'État étranger avec lequel leur groupe est en affaires. C'est un signe de courtoisie, mais les relations avec Emmanuel Macron sont distantes, elles ne sont pas particulièrement chaleureuses, ni d'ailleurs particulièrement froides. Il y a en réalité un décalage de génération entre ce groupe, ses héritiers, et le président qui incarne, lui, une nouvelle génération plus distante des relations traditionnelles avec les grandes familles de l'industrie. Émilie, la famille Dassault tutoie tous les présidents de la République. On a évoqué dans cette série l'importance diplomatique du Rafale. J'imagine que c'est donc une relation mutuellement
potentiellement bénéfique. Mais oui, Dassault, ne nous trompons pas, reste un incontournable pour l'Élysée et réciproquement. Parce que pour assurer les commandes gouvernementales du Rafale, Dassault comme Bercy ont besoin d'avoir de très bonnes relations. Pour Bercy, Dassault est un partenaire stratégique dans l'armement et l'aviation. Les avions de Dassault y portent la bombe nucléaire, un élément majeur de la dissuasion française. De même, le groupe Dassault ne peut vendre ses Rafales qu'en passant par les chefs d'État, d'où l'importance d'une conversation cordiale, continue, soutenue. Il faut être bien avec ses clients, et les clients du groupe Dassault, ce sont les présidents en place. Dassault ou quand les affaires croisent la politique. Merci beaucoup, Émilie, pour tes explications. À bientôt. Et un grand merci aussi à Béatrice Mathieu, Arnaud Bouillin et Étienne Girard qui nous ont accompagnés durant cette série. Chers auditeurs, c'est déjà le dernier épisode, alors s'il vous a plu, je vous encourage à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Castbox, Apple Podcast ou Spotify. N'hésitez pas également à nous mettre des étoiles et à en parler autour de vous. Dassault, un empire bleu-blanc-rouge est une série originale de La Loupe, écrite par Léa Bertrand et réalisée par Jules Cros. Et je vous donne rendez-vous demain pour faire le point sur une actualité de la semaine.